Le 11 mai 1745, dans la plaine de Fontenoy, les Anglais et leurs alliés hanovriens et hollandais font face aux troupes royales commandées par le maréchal de Saxe. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, c'est ce qu'aurait lancé un officier français durant cette bataille, vrai ou fantaisiste. Cette anecdote n'enlève rien à la violence de ce combat où la France remporte en présence du roi Louis XV une victoire décisive qui vient marquer la fin de la guerre de succession d'Autriche. Malheureusement, la générosité de Louis XV, moi j'appelle ça connerie, la générosité donc de Louis XV lors du traité d'Aix-la-Chapelle atténuera largement la portée de ce succès. C'est ce qu'on a appelé, dans une expression restée célèbre, se battre pour le roi de Prusse. Je vous expliquerai pourquoi. Fontenoy, une victoire épique, mais une victoire pour rien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Le contexte de cette grande bataille célèbre de l'histoire de France, c'est la guerre de succession d'Autriche. Nous sommes en 1745 sous Louis XV et 5 ans plus tôt, l'Europe s'est lancée dans une guerre suite à la mort du roi de Prusse et de l'empereur autrichien Charles VI et la montée de sa fille sur le trône. Cette guerre oppose rapidement et entre autres la France d'un côté, la Prusse, l'Espagne, l'électorat de Bavière, etc. et de l'autre les Habsbourg d'Autriche, classique, l'Angleterre, classique, les Provinces-Unies, la Russie, etc., etc. Bref, la fine équipe, quoi. Je profite de ce début d'émission pour vous inviter, je le fais pas assez souvent, à liker cette vidéo et à la partager. Ça a l'air de rien, mais l'algorithme de YouTube est totalement contre nous, contre TV Liberté. Alors vos likes sont un énorme soutien pour notre visibilité. Je vous le rappellerai donc régulièrement et je compte sur vous pour liker maintenant cette vidéo. Début 1745 donc, vu qu'il est l'allié de l'électeur de Bavière, Louis XV décide de lancer les armées françaises sur les Pays-Bas autrichiens. Là aussi, grand classique, le tout sous le commandement du maréchal de Saxe. Maurice de Saxe passe donc à l'attaque dès le mois de janvier, pas de camp d'hiver, et entame en avril le siège de Tournai, véritable verrou de l'Escaut, défendu par une garnison hollandaise. Alors Tournai, c'est une grande histoire, un capitale des Francs, puis rattaché au comté de Flandre, puis reprise sous Philippe le Bel, puis reconquise par Charles V, reprise encore par Louis XIV, puis cédée à l'Autriche, puis enfin reprise à nouveau lors de cette campagne. Le truc, on se le refile de main en main depuis la nuit des temps, ça nous donne une stabilité identitaire digne de la Belgique, quoi. Donc Maurice de Saxe fait le siège de Tournai juste après avoir opéré une superbe diversion au nord. Dans le même temps, le duc de Cumberland, un roast beef comme vous pouvez l'entendre, débarque avec une armée anglaise et se place à la tête de 55 000 hommes, essentiellement des Anglais, des Hanovriens et des Hollandais. Surpris d'apprendre que les Français sont à Tournai, il décide de se diriger vers eux pour lever le siège de la ville. Mais le problème, c'est que son armée progresse lentement. Ils vont mettre 9 jours pour aller de Bruxelles à Tournai, alors qu'il y a seulement 70 km à parcourir. On est loin, très loin des grandes marches napoléoniennes. Cette lenteur, c'est du pain béni pour le maréchal de Saxe qui s'attendait à cette arrivée et a eu en conséquence largement le temps de l'anticiper et de se préparer. Tout d'abord, il réclame la présence du roi qui serait selon lui équivalente à 50 000 hommes de plus pour motiver les troupes. Le roi entend cet appel et se met aussitôt en route en compagnie du dauphin. Il arrivera le 8 mai. Ensuite, le maréchal divise son armée en deux, laissant 20 000 hommes continuer le siège de Tournai et partant, lui, à la rencontre de l'ennemi avec 40 000 hommes. Et enfin, il décide de l'endroit où se tiendra la bataille. Il s'établit dans la plaine de Fontenoy, sur la rive droite de l'Escaut, à 7 km au sud-est de Tournai, donc hors de portée des canons de la ville. Sur place, il fait construire des retranchements, il fait fortifier le village, il fait édifier des redoutes. Aussi, il innove dans la disposition des troupes. Il place son armée en ligne brisée, mais surtout, il forme un corps de réserve avec les gardes françaises et les carabiniers, gardant ainsi sous le coude des troupes puissantes, histoire de pouvoir faire basculer la bataille à tout moment. Quoi qu'il en soit, le 11 mai 1745, les deux armées se font face dans la plaine. Les Anglais et leurs alliés sont plus de 55 000 et les Français seulement 40 000, avec en plus moins d'artillerie. Mais bon, tout ça, on a l'habitude. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. La bataille commence vers 6 h lorsque le brouillard se dissipe et les hostilités débutent par un violent duel d'artillerie. Vers 9 h, les Hollandais passent à l'attaque sur Fontenoy comme sur les redoutes et de violents combats s'engagent. Puis, voyant que ces attaques sont toutes repoussées,
le duc de Cumberland, l'anglais, va prendre une décision bien tranchée, rassembler une énorme colonne et tenter de percer le centre français. Il regroupe alors une impressionnante et compacte colonne composée de 16 000 hommes et les Anglais se mettent en marche lentement mais résolument. La ligne française les attend de pied ferme et lorsque les Anglais sont à 100 pas, les officiers britanniques ôtent leur chapeau et saluent les officiers français qui répondent de la même manière. C'est ce qu'on appelle, pour caricaturer, la guerre en dentelle, mais c'est aussi ce qui caractérise l'Europe. On se bat, certes, mais avec des codes, une organisation et avec respect. On n'est pas en train de s'étriper dans la brousse en hurlant comme des veaux. Bref, c'est à ce moment qu'aurait été prononcée la fameuse phrase. C'est rapporté par Voltaire. Alors niveau fiabilité, on n'est pas loin de Yann Barthès. Mais pour le coup, ça s'est réellement passé, peut-être pas exactement comme ça, mais ça reste tout à fait plausible. Selon Voltaire, donc, un officier français se serait adressé à son homologue anglais en ces termes: « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». D'après une autre source, un officier anglais, Charles Hay, voulant encourager ses troupes et se moquer des Français, aurait sorti une petite flasque d'alcool et aurait bu à leur santé. Et voyant ça et croyant qu'il s'agissait d'une invitation à tirer, le comte d'Antroche aurait répondu, je cite, « Monsieur, nous n'en ferons rien, tirez vous-même ». Là, c'est niveau cours de récré. Une autre version, celle de Louis Suzanne, sans doute la plus probable, nous rapporte que Charles Hay, l'anglais donc, a lancé cette phrase: « Monsieur, veuillez faire tirer vos gens ». Ce à quoi le comte d'Antroche aurait répondu: « Non monsieur, nous ne tirons jamais les premiers ». Quoi qu'il en soit, les versions sont pas si différentes et ce qui est sûr, c'est que les Anglais ont bien tiré les premiers. Un feu roulant dévastateur, meurtrier, qui a fait des ravages dans la ligne française. Alors ça peut paraître stupide de laisser l'ennemi tirer le premier, mais apparemment c'était d'usage à l'époque, donc c'était une sorte de fausse politesse. Il était d'usage de préserver son feu, comme on dit, afin de pouvoir ensuite répliquer lorsque l'ennemi était occupé à recharger. Personnellement, je ne comprends pas bien la logique de laisser l'adversaire tirer en premier. Moi, instinctivement, j'aurais dit que c'était mieux de tirer soi-même en premier, à faire le maximum de pertes possible, avec le maximum d'hommes en vie de mon côté. Mais je ne suis pas un spécialiste, alors si vous avez une explication, une bonne explication, merci de me donner ça en commentaire. Bref, le feu anglais est terrible, on parle de 95 Français tués sur le coup et plus de 280 blessés. Mais ensuite, la ligne française répond et le combat s'engage. Le problème, c'est que les Français ont beau tirer, l'artillerie a beau faire son travail, les Anglais sont très nombreux, trop nombreux, et reprennent leur marche. La situation est critique, la ligne va céder. Alors pour éviter de voir son centre percé et donc son armée coupée en deux, le maréchal de Saxe sort sa botte secrète, une contre-attaque violente, commandée avec brio par le duc de Richelieu, des tirs d'artillerie à bout portant et l'intervention de sa cavalerie de réserve. Les Anglais se retrouvent attaqués de toutes parts, bloqués dans leur marche par un bloc compact, fauchés par l'artillerie et sabrés sur leurs flancs, notamment par la maison militaire du roi qui fait des merveilles. En l'espace de quelques minutes, la puissante colonne anglaise est anéantie. Vers 14 h, voyant que la situation est critique, le duc de Cumberland décide donc d'ordonner la retraite. Maurice de Saxe lance 3000 hommes à sa poursuite et la bataille se termine donc par une éclatante victoire. Bilan, près de 3000 morts côté anglo-hollandais, 5000 blessés et des milliers de prisonniers côté français, un peu plus de 1700 morts et plus de 4000 blessés. Une bataille sanglante donc, où les Français doivent leur victoire au commandement exemplaire de Maurice de Saxe qui a fait part de tous ses talents de stratège, à la bravoure du duc de Richelieu et aussi de manière plus secondaire à la présence inédite de Louis XV sur le champ de bataille. D'ailleurs, à ce propos, un témoignage nous rapporte que le roi a fait preuve de beaucoup de sang-froid. Alors je vous cite Jubé qui nous rapporte ça. « Ce prince montra en cette circonstance critique beaucoup de confiance et de sang-froid, et sa contenance concourut à ranimer le courage des troupes. Quelques boulets étant venus se perdre sur la hauteur où il était placé, Louis XV dit en souriant « Qu'on les renvoie aux ennemis, je ne veux rien avoir à eux. » Il a même eu un joli mot au dauphin qui, après la bataille, était tout enthousiasmé par les combats. Je vous cite cette sagesse de père. « Voyez tout le sang que coûte un triomphe. Le sang de nos ennemis est toujours le sang des hommes. La vraie gloire, c'est de l'épargner. » Après cette bataille, Maurice de Saxe dirige à nouveau son armée vers Tournai, qu'il parvient à prendre facilement, bat à nouveau les coalisés à la bataille de Raucourt et se paye même le luxe de prendre Bruxelles, une ville que la France n'était jamais parvenue à conquérir. Et pour ses faits de gloire, il est nommé maréchal général, une dignité que n'avaient eu avant lui que Turenne et Villars. Et tout ça pourquoi? C'est bien là que le bas blesse.
malgré la victoire décisive et sanglante, coûteuse en vie humaine de Fontenoy, malgré les prodiges du maréchal de Saxe qui a conquis toute la Flandre, la paix signée à Aix-la-Chapelle le 18 octobre 1748 est une vaste blague. En gros, je vous la fais simple, Louis XV n'en retire aucun avantage pour la France. Il rétrocède toutes ses conquêtes aux Autrichiens sans aucune contrepartie, soi-disant qu'il voulait, je cite, traiter en roi et non en marchand. Bah, bravo, parce que toutes ces conquêtes, toutes ces victimes, tout ça pour rien. Alors que de son côté, le roi de Prusse, lui, il s'est pas gêné pour garder la Silésie qu'il venait de conquérir. Donc logique. Mais nous, non. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça a donné lieu à cette expression célèbre, se battre pour le roi de Prusse. Dans cette générosité ou gentillesse que vous voulez, moi je vois surtout que le roi n'a pas eu le cran de tenir tête à l'Angleterre, sachant pertinemment que la perfide Albion n'accepterait jamais de voir la France étendue sur la rive gauche du Rhin. Quelques décennies plus tard, on en fera l'expérience, et ça nous donnera plus de 20 ans de guerre et l'émergence d'un certain Corse avec un bicorne. Bon, ça finira mal en 1815, par contre, qu'est-ce qu'on se sera amusé. Allez, retenons le positif, la victoire française et surtout la débâcle anglaise. C'est, je pense, au-delà des traités et autres futilités diplomatiques, ce qui constitue notre plus belle raison d'être depuis des siècles.